Ok, donc voilà, je montrais ici l'intérêt qu'il y a à faire des rôles dans une épaule. Donc d'abord ici on a un projet qui fonctionne pas très bien pour vous montrer la différence qui existe entre un squelette standard et un squelette avec des rôles. Donc d'abord ici je vais vous présenter ce que j'ai là. On a une épaule donc au niveau de la hiérarchie, j'ai ici un premier joint qui représente la colonne vertébrale, un second qui représente la clavicule, un troisième qui représente l'épaule. Et puis ici, c'est donc le coude. Ensuite, on ne s'intéresse pas à ce qui suit, c'est pas ce qui nous inquiète pour le moment. Alors ici, en fait, habituellement, ce qu'on fait, c'est que quand on manipule une épaule, on fait des rotations comme ceci, donc ça se passe très bien. Également comme ceci, ça se passe toujours très très bien. Mais au fait, l'épaule aussi tourne sur elle-même. Et là, ça pose un problème. Regardez ici, quand je tourne l'épaule sur elle-même, on voit que le bras est complètement écrasé, on a perdu du volume. En fait, le comportement de l'épaule n'est pas du tout celui-là. En fait, en réalité, on aura plutôt l'impression d'avoir les points qui restent sur place. Et c'est pas possible avec ce système-ci. Alors, je vais un peu passer du temps pour vous montrer aussi au niveau du skinning comment c'est réparti pour le moment. Donc ici, je vais aller dans Pain Skin Weight pour voir un peu le contenu de ma selle. Donc c'est très standard, hein. On a juste la cage thoracique, la clavicule et l'épaule. Alors maintenant je vais prendre un projet où le rigging de l'épaule est déjà fait pour montrer la différence et ensuite je vous montrerai comment le construire. Donc ici je vais prendre le projet qui fonctionne. Voilà, donc ici on a des systèmes en plus qui ont été rajoutés pour faire ce système de roll au niveau de l'épaule. Donc comme tout à l'heure, je sélectionne l'épaule, je vais faire le mouvement qui fonctionnait bien, c'est-à-dire celui-ci. On voit que c'est la même chose. Celui-ci, pareil. Et la différence, c'est ceci. Quand on fait la torsion sur l'épaule, on peut voir que le modèle ici ne change pas du tout. Et donc on conserve vraiment bien la forme de l'épaule. Alors ici, il y a des grosses différences au niveau de la hiérarchie, au niveau du skinning aussi. On a rajouté en fait des nouveaux joints. Donc si j'ouvre la hiérarchie, cette fois-ci elle est un peu plus complexe. Donc comme tout à l'heure, j'ai la cage thoracique, la clavicule, l'épaule, puis on a le coude et le poignet au bout qui n'est pas important pour le moment. Mais en plus, on a ceci. On a des joints que j'ai appelés les shoulder roll 1, 2, 3, qui sont en fait là pour justement contrebalancer la rotation de l'épaule sur elle-même. Alors au niveau du skin, qu'est-ce que ça donne? Donc ici en fait, comme tantôt, je vais dans le Pain Skin Weight pour montrer justement comment sont répartis les poids. Donc ici on voit qu'on a comme tantôt la spine, aucune différence, la clavicule, aucune différence. Ce qui est différent, c'est ceci. On a roll 1 qui vient en fait skinner le début de l'épaule, roll 2 la suite, roll 3 le milieu du bras. Ici, shoulder, donc le joint qui servait à manipuler l'épaule, n'est pas repris dans le skinning, mais si on skinnait la fin du bras ici, eh bien on skinnerait les points sur shoulder en fait. Puisque tous les points qui sont ici, eux, ont besoin d'avoir les rotations sur les trois axes. Ce qui n'est pas le cas des deux premiers. Alors, comment est-ce que tout ceci fonctionne? On voit qu'il y a des objets qui sont là, qui réagissent au mouvement, enfin qui font réagir l'épaule. Et donc, je vais expliquer comment est-ce qu'on construit ce système. Donc pour ça, je reprends ma scène. Cette fois-ci, je vais prendre uniquement le skinning. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici? Comme ce que je viens de vous montrer, donc on a
la cage thoracique, la clavicule, l'épaule. À l'épaule, on a parenté le coude et au coude le poignet. Et à l'épaule est parenté aussi le rôle 1, 2 et 3 en cascade. Donc ils sont tous les trois parentés. Pardon, ils sont tous les trois parentés à la clavicule, pas à l'épaule. En fait, on pourrait très bien faire les deux, parentés à l'épaule ou à la clavicule. Ici, ça permet vraiment de bien séparer les choses pour expliquer le concept. Alors, le principe, il est assez simple. Ça consiste à piloter le rôle en fonction du mouvement de l'épaule. Pour l'instant, si je fais une rotation de l'épaule, ça va être assez laid. En fait, le bras va rester complètement droit. Il ne se passe strictement rien. Alors, on va employer une contrainte, la contrainte AIM, pour que le shoulder roll suive la direction du bras. Donc, j'aimerais bien que quand je fasse une rotation ici avec l'épaule, ce que j'aimerais bien, c'est que le roll suive ce mouvement-ci, en fait. Okay. Et j'aimerais bien aussi que quand je fais une rotation dans ce mouvement-ci, l'épaule ne bouge pas, en fait. Et donc là, on va manipuler un autre élément de la hiérarchie pour empêcher ce mouvement. Alors, je vais commencer par créer des objets qui vont donner une direction à la contrainte AIM. Alors, je vais créer des petits cubes, comme ça, on va bien les voir. Évidemment, quand on crée un système comme ça, on ne va pas créer des objets visibles, mais plutôt des transformes qu'on ne verra pas, donc qui seront invisibles. Et donc ici, je vais placer mes petits cubes. Il y en a un que je vais placer sur le joint du coude. C'est lui qui va donner la direction au roll. Donc je vais placer ici ce petit cube-là. Alors, celui-ci, on va l'appeler AIM. Je vais créer un autre cube, donc je le duplique, que je vais placer à l'endroit de l'épaule. Et celui-ci, je vais le mettre verticalement au-dessus de l'épaule. Ceci, on va l'appeler up. Et puis enfin, je vais faire un dernier cube, donc je vais dupliquer celui-ci. Celui-là, je vais l'appeler ref. Je vais le mettre un peu plus haut. Voilà, donc là, j'ai mes trois objets de référence qui vont me permettre de manipuler mon rôle. Alors, lui, donc AIM, va contraindre rôle 1 avec une contrainte de type AIM. Alors ici, ce serait bien de voir quels sont les axes qui sont disponibles pour la contrainte AIM au niveau du rôle. Donc pour ça, je vais afficher les axes de mon objet. On va cacher temporairement la géométrie pour se consacrer uniquement aux axes des objets. Ouais, bon, c'est peut-être pas mal de faire ça. Je vais juste cacher le mesh plutôt que de cacher toutes les géométries puisque mes cubes sont en géométrie. J'ai besoin de les voir. Donc ici, on voit que l'axe X du rôle pointe en direction de AIM. On voit aussi que mon objet up est ici en vertical par rapport à l'axe Y. En fait. Donc, AIM va contraindre shoulder roll 1 avec une contrainte AIM en direction des X, puisque c'est l'axe X qui pointe vers AIM. Et le up vector, je vais utiliser en fait l'axe Y qui pointe vers up. Comme object up, je vais utiliser l'objet que j'ai appelé up. Ok, donc ici maintenant, je vais pouvoir créer ma contrainte. Comme mes objets sont normalement bien alignés ici, je pourrais ne pas mettre un offset. Je vais quand même le mettre. On ne sait jamais que j'ai une micro-valeur qui traîne dans mon système. Donc, je fais add. Et donc maintenant, sur shoulder roll, on peut voir que j'ai bien une contrainte AIM qui s'est appliquée sur mon objet.
Bon, alors évidemment maintenant, pour le moment, tout ce qu'on a, c'est l'objet, enfin la chaîne d'os roll qui suit mon objet aim, mais c'est pas ce que je veux. Si je vous montre ce qui se passe ici maintenant, oups, pardon, trompé, je voulais juste réafficher mon modèle. Voilà, donc si je remonte ce qui se passe maintenant, bah, j'ai toujours aucun mouvement avec mon épaule, alors que on a fait cette contrainte et on aimerait bien que ça fasse ce mouvement-ci. Alors ici, l'idée, c'est simplement que mon code qui est ici influence l'objet aim avec une contrainte de type point. Donc, cette fois-ci, je ne mets pas de maintain offset. En faisant ça, je force l'épaule à faire déplacer l'objet, le cube qui est ici en fait. Donc maintenant, si je fais un déplacement, regardez, en fait, on a bien notre épaule qui suit le mouvement, enfin le roll qui suit le mouvement de l'épaule grâce au fait que le up suive, en fait, enfin le aim, pardon, suive le coude. Alors tout ça a l'air très bien. Donc effectivement, regardez, on a bien le mouvement ici qui fonctionne, celui-ci aussi, et en plus, on a bien un mouvement qui tourne comme ça. Donc ça a l'air bien parti, mais il y a un problème, regardez, quand on avance comme ça, à un moment, platch, ça se retourne. Ça, c'est parce qu'en fait, la contrainte aim ici arrive à une aberration où le up est aligné avec le aim. Donc ça ne marche pas. Ce qu'il faudrait, c'est que quand le bras est dans ce sens-ci, le up soit là. Quand le bras est dans ce sens-là, il faudrait que le up soit sur le côté, en fait, ici. Et on voit que ça se corrige. Donc, on va devoir trouver un système qui permet de manipuler automatiquement le up à partir du mouvement de l'épaule. Voilà, ça se complique un peu. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On pourrait se baser sur la direction ici que prend l'objet qui est là. On sait que finalement le bras, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter et descendre, il va faire que ça. Et donc on aimerait bien avoir un repère par rapport à cet objet-ci. Alors pour créer ce repère, je vais créer un transform, cette fois-ci que je vais mettre d'un autre type. On va prendre par exemple un locator. Je vais appeler ça rig roll. Et ce locator, lui, je vais aussi l'aligner par rapport à mon épaule. Pourquoi je crée un locator? Attendez, je le place bien. Voilà. Je crée un locator pour que le point qui est ici, donc le cube, ait un déplacement, pas par rapport au monde, mais par rapport à la position de l'épaule. Donc, aim, je le parente à rig. Regardez, les valeurs ont changé. Cette fois-ci, la position est relative au locator, alors que juste avant, elle était par rapport au monde. Donc ça, c'est important. Et up, pareil. Je vais aussi le mettre dans ce repère-là, en fait. Alors, comment est-ce que je vais arriver à créer une valeur qui change en fonction de l'angle de mon bras avec ces objets? Donc, l'objet up, l'objet aim, pardon. Oui, ici une erreur, up toute parenté à rig roll, mais pas à aim, sinon ça ne marchera pas évidemment. Donc, comment faire pour calculer donc une valeur qui me permettrait de changer la position du up? D'abord, comment est-ce que je vais animer le up? J'aimerais bien animer avec des driven keys. Donc, les driven keys, ça fonctionne avec d'un côté driver, de l'autre côté les driven. Ici, en l'occurrence, les driven, ce seront les positions de l'objet up qui vont changer pour que mon up puisse se mettre soit ici, quand je vais déplacer l'épaule. Mais comme driver, en fait, j'ai besoin d'avoir une seule valeur pour changer l'état de l'épaule. Alors, je vais créer un autre spécial, en fait, qui me permettra de calculer cette valeur.
Ce node, en fait, c'est quelque chose qui permet, c'est un node qui permet de calculer un dot product. Le dot product, en fait, ce qui est pratique, c'est qu'à partir de positions d'objets, de vecteurs, on peut donc obtenir une valeur qui va dépendre de la position des vecteurs. Alors ici, je fais une petite image qui permet de comprendre plus ou moins comment marche un dot product. Donc, ici, par exemple, le dot product, on peut le calculer de deux façons différentes. Soit à partir d'un angle, le cosinus d'un angle, soit à partir de la multiplication de vecteurs, et on obtient donc la valeur du dot product. Alors, à partir de l'angle, ça marche comme ça. Donc ici, j'ai mis un exemple. Cosinus de 45 degrés, ça fait 0,7. Oui, effectivement, regardez, l'angle 45 degrés produit un cosinus. Quand on fait un cosinus de l'angle 45 degrés, ça produit la valeur 0,7. C'est ce qu'on va trouver ici dans le cercle que j'ai dessiné. Regardez, le dot product, enfin le cosinus de 45 degrés, ça produit en fait une valeur de 0,7 en fait. Donc le dot product, c'est en fait le cosinus de l'angle. Donc quand mon angle sera égal à 0, la valeur du dot product sera égale à 1. Quand l'angle sera égal à 45, elle sera égale à 0,7. Quand elle sera égale à 0, en fait, voilà, c'est parce que l'angle sera égal à 90 degrés, en fait. Alors, j'aimerais bien donc utiliser ce système-là pour changer les valeurs. Donc j'ai des repères d'angle par rapport à mon bras en général. Le truc, c'est que ici, j'ai pas d'angle à extraire, ça va être difficile de prendre ces valeurs-là, parce qu'en fait, on n'arrivera pas à tirer les angles de l'épaule aussi facilement. Par contre, il y a deux façons d'obtenir le dot product. La deuxième, c'est celle qui permet de le calculer à partir des vecteurs. Alors j'ai un deuxième exemple ici en dessous. Mettons que pour le même angle 45 degrés, j'ai donc deux vecteurs, le vecteur 1, le vecteur B. Eh bien, quand le vecteur A est à 45 degrés, sa valeur, en fait, x, y, z sera égale à 0,7, 0,7, 0. Donc x, 0,7, y, 0,7, z, 0. Le vecteur B, lui, sera égal à, comme repère, je prends mon vecteur B comme repère, par exemple ici est égal à B, donc c'est x en 0 en x, 1 en y, oups, je me suis trompé, c'est 1 en x, 0 en y, 0 en z, enfin peu importe l'ordre ici, on aura le même résultat, mais c'est vrai que c'est 1, 0, 0 normalement. Et bien si on prend le calcul du dot product ici en bas, on va obtenir 0,7 fois 0, donc ça fait 0. 0,7 fois 1, ça fait 0,7. Et 0 fois 0, ça fait 0. Donc la somme de tout ça, ça fait 0,7. Donc vous voyez ici, je me suis trompé. Ça devrait être 1,0,0. Donc ça ferait 0,7 fois 1, ça fait donc 0,7. 0,7 fois 0, ça fait 0. 0 fois 0, ça fait 0. Donc c'est la même chose en fait. Donc, ici, en fait, les deux vecteurs qui sont là, bah, quelque part, ce sont mes deux objets qui sont ici en fait. Donc l'objet, le petit cube qui est ici, c'est en réalité mon vecteur A ou vecteur B, peu importe, on va prendre le vecteur A, on va dire que c'est le vecteur qui bouge, donc le cube du coup de aim, donc c'est le vecteur A, et le vecteur B, eh bien le deuxième cube que j'ai créé ici, ça va être mon cube de référence. Lui, il va rester fixe, et donc ce sera mon vecteur B. Donc, je vais prendre les coordonnées x, y et z de mes petits cubes, et grâce à ça, j'obtiendrai le dot product. Et grâce à ça, donc, je vais savoir à quel angle je me situe. Alors, ici, plutôt que de prendre la référence 0 degré comme une valeur horizontale, je vais la prendre à la verticale. C'est un petit peu comme si finalement je tournais mon image comme ceci. Donc, ma référence, ce sera l'objet qui est ici sera en vertical, et à l'horizontale, j'aurai mon bras en fait. Donc, quand le bras sera égal à 90 degrés par rapport à ma référence, donc imaginez la référence ici et le coude ici, et bien mon dot product sera égal à 0. Si je monte le bras
vers le haut, eh bien le dot product sera égal, donc quand je vais bouger mes vecteurs qui vont se confondre l'un et l'autre, mon dot product sera égal à 1 en fait. Et quand je vais le descendre vers le bas, donc quand je vais faire descendre mon bras vers le bas, il y aura un écart de 180 degrés entre la référence et le coude, mon dot product sera égal à moins 1. Eh bien ces valeurs 1, 0 et moins 1, je vais pouvoir m'en servir dans ma driven key ici pour piloter justement l'object up. Alors c'est parti, donc je reviendrai après sur le driven key. Alors, ce qui compte, ce qui est très important, c'est que tous les éléments qui servent à calculer le dot product soient tous parentés au rigroll. En fait, le rigroll, finalement, si je reprends mon image, donc le point qui est ici, correspond vraiment au centre, au point 0, 0, 0, en fait, de mon système. Donc c'est vraiment important qu'ils soient tous parentés à ça pour que mes calculs soient justes, en fait. Ok, donc je parente ici ref à rigroll. Voilà, donc ici j'ai up, dont je me servirai plus tard. Mais ce qui compte pour moi pour l'instant, c'est aim et ma référence, puisque c'est eux qui me permettront de calculer mon dot product. Ok, donc ici j'ouvre la fenêtre Node Editor. Donc voilà ce que j'ai pour le moment dans mon éditeur. J'ai donc ma référence et mon aim. Je ne vais pas m'intéresser aux autres objets qui sont dans la scène. Ce sont ces deux objets-ci qui m'intéressent pour donner en fait mes informations en fait au dot product. Ici j'appuie sur Tab et là je peux taper vect. Ici j'ai un truc qui s'appelle vector product. J'appuie sur Enter. Ça crée un nouveau node. Et ici, dans l'attribut editor, ce node, regardez, en fait, on peut définir plusieurs types d'opérations, notamment le dot product. Donc, ce node va calculer, en fait, la formule que je vous ai montrée dans l'image qui est ici. En fait, regardez, j'aurai deux inputs différents. Le premier input, on a des coordonnées x, y, z. Eh bien, ce sera par exemple mon vecteur A, et l'input 2, ce sera donc mon vecteur B. Et donc, ce système va calculer la formule dot product de vecteur A et vecteur B avec AX, donc la coordonnée X de vecteur A fois la coordonnée X du vecteur B, plus la coordonnée Y du vecteur A fois la coordonnée Y du vecteur B, plus la coordonnée Z du vecteur A fois la coordonnée Z du vecteur B. Et donc, j'obtiendrai mon dot product qui permettra de calculer l'angle, à partir de l'angle du bras, donc, une position pour ma driven key. Donc c'est parti, ici j'ai fait les connexions maintenant entre mes différents éléments. L'ordre n'a aucune importance ici, à savoir qui est 1 ou 2 au niveau des inputs, ça n'a pas d'importance, c'est commutatif. Donc, prenons donc les positions de ma référence. Et ici, prenons les positions du coude de mon personne à jouer, qu'ici je connecte les références sur le 1, le coude sur le 2. Voilà. Donc le dot product de ce node se calcule à partir de maintenant, à partir des deux objets qui sont ici. Ceci, je vais l'appeler autrement. On va l'appeler vector dot product, histoire de se retrouver. Alors ici, on voit au niveau des propriétés du dot product qu'on peut normaliser l'output. Qu'est-ce que ça signifie de normaliser? Je prends mon petit schéma. En fait, ce qu'on voit ici, au niveau de la trigonométrie, par exemple, on voit que les valeurs sont toujours comprises entre 1 et moins 1. Le fait de normaliser, eh bien, il va se passer la même chose pour les vecteurs. Eux aussi, en fait, seront normalisés à une longueur de 1. Donc ça veut dire que si, par exemple, le bras est plus long que... donc si le bras est, par exemple, une distance plus grande que 1, donc c'est par exemple un bras qui fait, je sais pas, 20 cm, la distance pourrait être 20, 0, 0 plutôt que 1, 0, 0.
eh bien, la normalisation va remettre la valeur à 1, ce qui garantit vraiment le calcul de l'angle d'une manière normalisée en fait. Donc on va cocher ici sur Normalize Output pour avoir un dot product qui soit avec une bonne valeur. Ok, donc super, j'ai mon dot product qui va me permettre de calculer le système pour mon driven key. Alors c'est parti, faisons un driven key. Donc ici, je vais dans Set driven key. Au niveau du driver, bah, c'est mon dot product, donc je l'ai sélectionné, je fais un load driver. Donc je vais pouvoir le quitter maintenant, je mets plus ça. Et au niveau du driven, c'est donc le cube, donc up, qui est ici. Bah, je vais le mettre au niveau du driven, voilà. Et donc je vais pouvoir commencer maintenant à définir comment est-ce que le cube doit se comporter par rapport à mon dot product. Alors, la valeur par défaut, en fait, bah ici, le up est dans une bonne position par rapport au fait que mon bras est horizontal. Si on regarde à nouveau le petit schéma, qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Eh bien, je vais tourner mon image encore pour la remontrer dans le bon sens. Donc ici, j'ai actuellement le coude qui pointe vers la droite. Je vais y arriver, voilà. Donc ça veut dire que mon dot product sera égal à 0. Eh bien donc, je vais créer une driven key, donc la output x, y ou z, chacune rend le dot product, peu importe lequel on utilise. Eh bien, quand le driven key sera égal à 0, donc comme ici, on sait que le dot product est égal à 0, eh bien la position de mon up sera la position actuelle. Okay, donc je crée une driven key. Donc voilà, on peut vérifier. Ici, j'ai bien créé une driven key pour mon object up tel que je l'ai défini ici. Bon, ce qui serait peut-être bien, c'est de mettre une valeur qui ressemble à une valeur normalisée. Comme ça, on a un bon repère par rapport à mon up. Alors, ensuite, je vais descendre l'épaule maintenant vers le bas, comme ceci. Voilà, on va mettre par exemple moins 90 degrés. Et on voit que l'épaule s'est retournée. Donc ça, c'est pas bien. Ce qu'on aimerait bien, c'est que, regardez, quand on descend le bras vers le bas, c'est comme si le dot product valait moins 1. Donc ma driven key, pour l'instant ici, mon driver est égal à moins 1. Eh bien, j'aimerais bien que mon up, l'objet up, soit à une autre position. Plutôt que d'être en 0, 1, 0, je vais le placer sur le côté. Donc ici. Donc plutôt qu'être en 0, 1, 0, je vais le mettre en 1, 0, 1. Regardez, en fait, je l'ai placé en fait dans cette direction-ci, juste pour éviter que mon épaule fasse le mauvais mouvement en fait. D'accord? Donc ici, 0, 1, 0, c'est la bonne direction. Je recrée une nouvelle driven key, puisqu'en fait, mon dot product est égal à 0, est égal à moins 1. Et bien maintenant, ma driven key, elle va se référencer de mon cube up va se référencer par rapport à mon dot product qui est égal à moins 1. Super, on peut tester pour voir si ça marche déjà ce truc-ci. Regardez, effectivement, on a bien l'objet qui bouge automatiquement par rapport au mouvement d'épaule. Très bien. Alors ici, on peut constater que le changement est vraiment linéaire pour le up entre les deux positions. Ça, c'est pas super. Alors, je vais mettre mon bras à moins 45 degrés. Et ici, en fait, le cube, eh bien, je vais le mettre vraiment à une valeur intermédiaire. Donc ici, en plein milieu, quand mon objet est égal à 45 degrés, on voit que la valeur, ce serait 0,7. Eh bien, comme j'ai normalisé la position de mon up, je vais mettre les valeurs ici à 0,7 aussi. Là, il se met vraiment à 45 degrés. Je crée une driven key. Voilà. Et puis je teste. Regardez, cette fois-ci, il y a vraiment un mouvement qui est plus intéressant. En fait. Super, donc ici, j'ai déjà résolu quelque chose de fort intéressant. J'ai un bras qui fonctionne assez bien sur ces directions-là. Maintenant, je vais relever le bras donc comme ceci. Je le mets à 90 degrés. Et cette fois-ci, regardez, je suis dans le cas opposé. Donc, je reprends mon petite image.
cette fois-ci, j'ai un dot product qui est égal à 1, puisque l'angle entre ma référence et le coude est égal à 0 degré. Et donc, je vais pouvoir créer une driven key, en fait, maintenant, par rapport au dot product qui vaut 1. Alors, ici, en fait, il faut savoir qu'un bras, quand on le relève, le up n'est pas exactement comme ceci, hein, il ne doit pas être placé comme ceci. Mais en fait, le bras a plutôt tendance à se tourner comme ceci. Vous voyez, donc on a vraiment le bras intérieur qui se dévoile vers l'avant, en fait. Ok. Donc ici, au niveau de mes valeurs, bah, je vais mettre moins 0,7, 0, moins 0,7. On est vraiment à 45 degrés à l'arrière de l'épaule. Vous voyez, donc la différence, c'est qu'il n'est pas ici, il est juste un peu en arrière comme ceci, en fait. Donc voilà, ça c'est quand mon dot product est égal à 1, quand l'angle est égal à 0 degré. Donc là aussi, je peux créer maintenant une driven key. Je teste pour voir ce que ça donne. Ok, on baisse le bras. Et regardez, on voit bien le up qui revient au-dessus. Et donc, on a vraiment un système assez efficace pour tout mouvement d'épaule. Et donc ici, on a vraiment un bras qui va fonctionner dans toutes les directions grâce à mon système de dot product sur l'épaule. Alors, c'est pas terminé. Maintenant, qu'en est-il des autres niveaux ici dans l'épaule? On a donc le rôle 2 et le rôle 3. Eux, en fait, si on les tourne, regardez, ils vont skinner vraiment chaque morceau de l'épaule. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir une progression entre l'épaule qui a deux rotations finalement, hein, puisque quand le premier niveau, le rôle 1 ici, ne fait que deux mouvements, le mouvement vertical et horizontal, ça ne tourne pas sur lui-même. Mais ici, au bout du bras, bah, il faudrait que ça tourne complètement avec l'épaule originale. Alors, l'idée, c'est quoi? Bah, c'est de prendre shoulder comme objet, de prendre rôle 1, et ces deux objets-ci vont contraindre rôle 2 avec une contrainte de type oriente. En faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va partager la rotation sur les deux rotations qu'on a obtenues ici de l'épaule et de rôle 1 sur le premier joint qui est au milieu du bras ici, donc c'est rôle 2 en fait. Donc je crée une contrainte. Alors cette contrainte qui est ici, on voit qu'elle est partagée d'une manière équitable entre shoulder et shoulder roll 1. Ici je vais changer, je vais mettre le mode no flip pour éviter qu'il y ait des mauvaises surprises au niveau des rotations. Alors comme il s'agit de la première contrainte qui est plus proche de roll 1, eh bien roll 1 influence plus ce joint-ci en rotation que l'épaule elle-même en fait. Donc ici, on va faire un rapport de 1 tiers, 2 tiers, puisqu'on a 3 joints, enfin 3 divisions en fait. Donc ici, le premier joint, il va prendre 1 tiers, donc je vais mettre 33 par rapport à l'épaule, et le rôle 1, 66. Ça fait vraiment un rapport de 1 tiers, 2 tiers. Je vais afficher les axes pour qu'on puisse se rendre compte de ce qui se passe au niveau des rôles. Donc regardez maintenant, en zone rotation ici, hop, on a vraiment le joint rôle 1 qui bouge à 30% par rapport au mouvement de l'épaule principale. Pareil donc pour le deuxième rôle, donc je prends le shoulder et rôle 1, et ces deux vont contraindre avec une contrainte oriente, rôle 3. Et donc rôle 3, pareil, je vais mettre un no flip, et ici, l'épaule va contraindre cette fois-ci moins en fait, plus parce qu'elle est plus importante au niveau de la fin de l'os. On veut vraiment qu'au plus on arrive au niveau du coude, au plus les points qui sont ici bougent dans les trois axes. Et donc, elle sera moins importante, la contrainte, avec rôle 1. Et donc, ça donne ça. On voit vraiment qu'il y a une progression
des différents joints par rapport au mouvement de l'épaule. Ok, super. Donc on a un système ici qui a l'air de bien fonctionner. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tout ça fonctionne dans tous les cas. Regardez ici, par exemple, il y a un souci, c'est que quand on bouge le corps, on voit que l'épaule tourne sur elle-même. C'est normal. C'est parce que tout le système qu'on a fait ici ne suit pas du tout le mouvement de l'épaule. Alors, qu'est-ce qui est important ici? Ce qui est important, c'est que le locator suive toujours le mouvement de l'épaule en position, parce que le référentiel doit être là. Et ce qui est encore plus important, c'est que le locator rig-roll suive toujours le mouvement du corps en rotation, en fait. Alors, je vais faire ce truc-ci. Alors, shoulder va contraindre rig-roll avec une contrainte de type point, sans offset. Hops. En faisant ça, regardez, maintenant, j'ai le système du locator qui suit maintenant le mouvement général. Et ce qui compte aussi, c'est que maintenant, la spine contraigne le locator avec une contrainte de type orient. Je maintiens l'offset. Par rapport à la spline. Maintenant, regardez, mon système est complètement autonome, il suit bien en fait le corps. Si je bouge la clavicule, mon système se met déjà à fonctionner puisqu'on change l'angle général du bras. Et si on change l'épaule, tout fonctionne bien. On peut donc combiner même la clavicule avec le bras. Tout fonctionne bien, aucun souci. On a vraiment une épaule qui se déforme comme on le souhaite, avec les différents axes de rotation. Regardez, on a vraiment une belle torsion qui se fait au niveau de l'épaule grâce au système des driven keys qui pilote l'objet up avec le dot product qui se fait entre le aim et l'objet de référence qui est ici. Alors, je vais vous montrer un autre petit projet où on a déjà l'ensemble d'un personnage simplifié comme je vous ai montré dans l'exemple ici. Donc, même principe. Regardez ici, on a donc les objets de référence, les objets up, les objets aim qui sont ici dans les bras. Donc, tout fonctionne de la même manière. Ici, tout ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai inversé forcément le comportement de l'objet up par rapport au côté du personnage. Donc, ça c'est logique puisque mon personnage est symétrique. On peut constater quand même qu'ici, pour les épaules, les objets de référence, les objets up sont au-dessus. Pour les hanches, c'est le même problème. On a aussi le même genre de système qui doit être fait pour avoir une belle progression sur le skinning. Sauf qu'ici, on constate que le aim est au niveau du genou et que le up et la référence sont en fait positionnés horizontalement. Mais c'est le même principe qui va se faire sur le personnage. Voilà pour le système de roll sur les épaules.